Donc, merci beaucoup de votre invitation, hein, même si effectivement on aurait aimé nous aussi que ça se fasse autrement et en présentiel comme on dit maintenant et pas seulement et pas dans cette forme visio. Donc le livre effectivement qu'on vient de faire paraître à deux s'appelle Les rythmes du labeur, enquête sur les temps du travail du 14e au 19e siècle, et c'est de ça qu'on va vous parler rapidement. Moi et ensuite Didier. Alors, peut-être en introduction, au fond, je voudrais rappeler pourquoi on s'est intéressé à cette question et pourquoi il nous a semblé utile de retourner sur cette histoire du temps de travail en longue durée. C'est évidemment ça l'enjeu principal du livre. Bon, évidemment, on peut rappeler que Marx accorde tout un chapitre du Capital à la question de la journée de travail, qui est l'étalon du travail pour autrui, au moins depuis l'Antiquité, pratiquement. Et selon lui, donc, à partir du XIVe siècle, il y a une tendance à l'allongement de la journée de travail. C'est une façon, évidemment, d'entraîner un surtravail et de dégager du profit. La question après Marx est restée un enjeu à la fois politique et historiographique pour de nombreux historiens anglais autour principalement des conséquences de la révolution industrielle du 19e siècle dans des débats souvent assez vifs autour de est-ce que la révolution industrielle améliore ou au contraire dégrade la condition ouvrière anglaise. Disons que ces débats qui jalonnent les années 50, 60, 70 ont été, à vrai dire, très peu relayés par les historiens du continent. Et en fait, il n'y a pratiquement aucun ouvrage qui traite de ce thème avant celui de Patrick Frédenson et Béatrice Reynaud, La France et le temps de travail. Mais qui est paru en 2004, et qui commence au 19e siècle et qui entend montrer la diversité en fait, des acteurs impliqués dans la question de la régulation du temps de travail au 19e siècle. Alors nous, si on a voulu reprendre la question, c'est que justement, on est convaincu que tout ne commence pas au 19e siècle. En effet, il existe des relations employeurs-employés dans la très longue durée, des relations de travail, et là encore, on peut trouver des salariés, même s'il faut mettre le terme entre guillemets, depuis l'Antiquité. Alors, on ne remonte pas depuis l'Antiquité dans notre livre, hein, parce qu'on en est assez incapable, mais il nous a semblé intéressant de placer ce thème, d'étudier ce thème dans la longue durée des relations de travail depuis le Moyen-Âge, pour justement aussi casser les barrières académiques auxquelles les historiens sont habitués, peut-être pas ceux qui sont non historiens, mais on est assez cloisonné en fait entre l'histoire médiévale, l'histoire moderne du XVIe au XVIIIe siècle, et puis et l'histoire contemporaine à partir du 19e siècle, ces catégories ayant été forgées au 19e siècle et ensuite n'ayant pratiquement pas bougé. Alors nous, on est convaincus en fait que cette façon de compartimenter l'histoire parfois entraîne justement beaucoup de façon inappropriée au fond, hein, et chaque période redécouvre des choses que les autres connaissent très bien. Et donc, si on voulait faire cette histoire de longue durée avant le 19e siècle, c'est évidemment parce que il est difficile de prendre la mesure de ce qui se passe à partir du 19e siècle si on ne sait pas ce qui se passe avant. Hein, et c'est un peu ça la palissade, on va dire. C'est bien beau de se demander si le temps de travail a augmenté ou baissé au 19e siècle, mais si on ne sait rien de ce qui se passe avant, c'est quand même difficile de s'interroger là-dessus. Le deuxième point, c'est que l'idée que la révolution industrielle est une rupture brutale qui aurait entraîné un changement radical dans les façons de produire et de travailler a été, depuis un certain temps déjà, hein, je dirais au moins une quarantaine d'années, remise en cause, même si sur ça aussi, évidemment, les débats et les combats entre historiens restent assez importants. En tout cas, il est
ce qu'on peut dire, c'est que la mécanisation n'a pas envahi tous les secteurs tout de suite. Les usines mécanisées constituent, même au 19e siècle, donc des îlots dans des modes de travail, de production qui restent très diversifiés. Et d'ailleurs, on peut dire à contrario aussi que les formes de concentration manufacturière existent bien avant le 19e siècle, tout comme, je l'ai dit, le travail pour autrui. Et le troisième point qui nous a fait, on va dire, retourner sur cette question, c'est que à partir du milieu des années 90, Jan de Vries, un historien hollandais, qui n'est malheureusement pas traduit en français, a repris un japonais pour l'adapter à l'Europe, la notion de révolution industrieuse. En disant que finalement en Europe, comme au Japon, une révolution industrieuse précédait la révolution industrielle. Alors rapidement hein, et très schématiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Selon lui, à partir du milieu du XVIIe siècle à peu près, les familles européennes se sont mises à travailler plus, ou en tout cas à fournir plus de travail pour le marché, pour justement le travail rémunéré, le travail pour autrui, parce qu'elles voulaient consommer, attirées donc par la volonté de consommation des objets de plus en plus communs, d'un luxe qu'on dira populaire. Elles auraient donc travaillé plus, et vous trouvez un bon compte-rendu de ce livre par Jean-Yves Grenier qui intitule de façon un peu ironique évidemment son compte-rendu « Travailler plus pour consommer plus ». Bon, donc ce thème de la révolution industrieuse a du coup animé beaucoup les débats des historiens, et on n'est pas du tout convaincu, mais en tout cas de ce fait aussi, on était convaincu que la question du temps de travail devait être reprise en longue durée. Et donc, pour dire quelques mots du coup de ce qui se passe avant le 19e siècle, hein, c'est que justement, on a souvent associé, on va dire, la journée de travail antérieure au 19e siècle à une journée naturelle. C'est un thème qui revient beaucoup dans les écrits des historiens, comme je pense, l'image un peu grand public, hein, c'est que la journée de travail, au fond, correspond à la journée solaire, hein, et que ce temps, il est très largement aussi organisé par les travailleurs eux-mêmes, comme bon leur semble. Hein. Cette présentation, elle a été un peu aussi reprise hein, par certains historiens, notamment un grand historien de la classe ouvrière anglaise, qui a été très tardivement traduit en français. Le livre en anglais date de 63. Il a été traduit, si je me souviens bien, en 84 en français. Hein. Bon, c'est E.P. Thompson. Et justement, il avait fait un article hein, dans la revue Past and Present en 1967 sur cette question du temps, de la discipline, du travail et du capitalisme industriel. Ça a été traduit en français en 2004. Et donc, bon, on ne peut que se lamenter, évidemment, de cette faible propension des éditeurs français à traduire les textes fondamentaux quand même de nos voisins. Bon, mais justement par rapport à Thompson, il me semble qu'il faut revenir hein, sur ce qu'il disait, même si on admire beaucoup Thompson, Didier et moi, je pense que il dit là un certain nombre de choses qui doivent être remises en cause, notamment parce que bien avant le XVIIIe siècle, une différence très nette est faite entre la journée solaire et la journée artificielle de travail. Hein. Les juristes médiévaux font, ou en tout cas un certain nombre d'entre eux, font nettement la différence, et la journée artificielle de travail, comme ils l'appellent, dure selon eux entre 12 heures et 14 heures selon les saisons. Et donc, même si la durée naturelle du jour, évidemment, influence hein, la journée de travail, elle n'en est pas du tout l'alpha et l'oméga. Et de fait,
ce qu'on a voulu montrer, au moins dans la première partie du livre qui s'intéresse à la journée de travail, c'est que la question de la longueur de la journée, la question aussi des pauses qui scandent la journée de travail, est un enjeu à la fois social et politique depuis le Moyen-Âge, en fait. Et donc, évidemment, c'est vraiment à courte vue que de penser que ce sont là des problèmes uniquement qui naîtraient avec l'époque contemporaine. Alors pourquoi est-ce que et comment est-ce qu'on peut voir que cette question de la longueur de la journée de travail, des pauses, etc., est un enjeu à la fois social et politique? On peut le voir d'une triple façon. D'une part, parce que dans beaucoup de métiers urbains organisés en corporation, dont les statuts se multiplient à partir du XIIIe siècle, de plus en plus de textes statutaires prévoient justement des horaires, y compris ceux des pauses. Alors c'est une exigence des maîtres, évidemment, pour que la rémunération versée soit la contrepartie d'un temps de travail fixé, dont les horaires soient fixés, mais c'est aussi, et il ne faut pas l'oublier, une revendication possible des salariés, des compagnons, qui limite ainsi l'emprise des maîtres sur leur temps. Deuxième point de vue, c'est celui des autorités municipales, qui souvent se mêlent d'arbitrer les éventuels conflits entre les maîtres et leurs employés, justement. Et dans un certain nombre de villes européennes, je ne vais pas développer ici, des cloches de travail sont accrochées sur les beffrois pour appeler les ouvriers au travail. Et donc, ces cloches de travail, qui ne sont pas seulement installées dans les villes, mais aussi dans certaines campagnes, évidemment, marquent l'univers sonore et sont aussi l'objet de très nombreux conflits. Pour parler d'une ville proche de Paris, à Provins, le maire est assassiné parce qu'il a, dans la seconde moitié du XIIIe siècle, reculé la cloche de travail de la ville. Et puis enfin, troisième niveau d'enjeux politiques, ce sont les autorités politiques royales qui se préoccupent assez précocement du sujet, avant même tout un ensemble de grandes réglementations sur le travail qui sont liées à la peste noire de 1348, qui évidemment, en fauchant un tiers, voire la moitié de la population européenne, va entraîner des problèmes de main-d'œuvre. Mais même avant ça, les autorités royales en France ou en Angleterre tendent à faire en sorte que justement la journée légale coïncide avec la journée solaire. Donc c'est plus un devoir-être qui est affirmé par les autorités politiques que effectivement des pratiques effectives qui sont très diversifiées, comme on essaye de le montrer dans le livre. Et donc, si on veut faire, pour conclure cette première partie très rapidement, une esquisse chronologique, on peut dire que du XIVe au XVIe siècle inclus, on peut repérer en fait de très nombreux conflits qui portent clairement sur la remise en cause de la définition du temps de travail, du temps journalier d'une part, mais aussi du temps dans la semaine par exemple. On veut venir travailler quand on veut. C'est l'occasion par exemple d'une grande grève des compagnons imprimeurs lyonnais en 1539, on ne dit pas encore grève à cette époque, mais ça s'appelle le tric, qui cesse le travail pendant plusieurs semaines pour qu'un certain nombre de leurs revendications aboutissent, notamment celle justement de pouvoir venir travailler quand ils le veulent. Et puis on trouve des mentions de plus en plus importantes à l'époque moderne de la dénonciation surtout, dont il est difficile de voir si ça correspond à des pratiques toujours effectives, de ce qu'on appelle la Saint-Lundi. Alors, la Saint-Lundi, évidemment, c'est de ne pas venir travailler le lundi pour se remettre des éventuelles agapes du week-end, en tout cas pour se remettre lentement à travailler. Et puis, évidemment, ensuite, on va en mettre un coup dans le reste de la semaine pour rattraper éventuellement le temps perdu. Et donc, cette question de la liberté du travail, la liberté aussi de quitter son employeur, elle est au centre de très nombreux conflits, et là, jusqu'au XVIIIe siècle et bien au-delà. Néanmoins,
À partir du XVIIe siècle, il nous semble que, il nous a semblé en tout cas, hein, mais c'est une chose qu'il faudrait évidemment vérifier par d'autres études, que la question du niveau des rémunérations devient essentielle, tandis que l'argument de la durée du travail qui serait accessible semble s'estomper. Et même si on trouve évidemment sous la question des rémunérations, souvent aussi celle de la durée du travail, et je ne développerai pas sur ce point, aussi celle de la quantité de travail à fournir dans une durée de travail précis. Il ne faut pas oublier qu'on est souvent dans des périodes, justement dans ces périodes où les niveaux de salaire réel ont plutôt tendance à baisser. Et donc dans ces périodes-là, évidemment, certains se battent aussi pour pouvoir travailler. Une des seules grandes grèves repérées dans une des grandes industries françaises concentrées bien avant le 19e siècle, c'est la grève de Van Robé en 1716. C'est pour lutter contre les périodes de chômage. Hein. C'est d'ailleurs, nous semble-t-il aussi, ce qui explique que le temps de travail ne soit plus au cœur des revendications du premier 19e siècle. On accepte de travailler longtemps, tant le travail est incertain et le salaire dégradé. Aussi, bien plus que de rupture radicale entre 18e et 19e, par exemple, hein, c'est plutôt la continuité des formes et des motivations conflictuelles qui prévaut lors de ce qu'on a coutume d'appeler donc la première industrialisation. Et je vais céder la place tout de suite à Didier. Bon, alors, je prends le témoin au vol. Je diviserai mon propos en trois parties qui sont autant de périodes. J'irai de 1791 à 1848 et puis de 1848 à 1892 et enfin de 1892 à 1919 en ayant pour ligne d'horizon le vote de la loi des 8 heures. Alors, la période, pourquoi commencer en 1791? Ben, mon Dieu, tout simplement parce que la loi Le Chapelier, qui interdit les coalitions, est déjà une date extrêmement importante, puisque elle, puis ensuite le Code civil de 1804 et enfin le Code pénal de 1810 vont introduire de sérieuses limites dans les manifestations de mécontentement multiples et variés, à commencer par ce qui peut concerner le temps de travail. Alors, pour essayer de voir ou de mesurer tout au moins quelle est l'importance du temps de travail dans les revendications de l'époque, la toile de fond, c'est déjà de dire que il n'y a pas, hormis dans des villes comme Lyon et Paris, et hormis dans les mondes des métiers et de l'artisanat, j'y reviendrai, il n'y a pas véritablement euh, euh, énormément de protestations contre la durée du travail à l'époque. On peut même dire que la protestation du travail est à la fois non pas secondaire mais seconde et en outre étroitement localisée. L'historien possède pour mesurer les conflits liés au temps de travail deux types grosso modo de conflits, les conflits individuels qui sont portés devant les prud'hommes et les conflits collectifs quand ils éclatent, dont on a l'écho évidemment par notamment les archives liées à l'activité préfectorale et quand il s'agit de mouvements très importants liés à ce que nous appellerions maintenant le ministère de l'Intérieur. Toujours est-il que sur le plan des conflits individuels, il faut dissocier les gens qui travaillent à domicile et les gens qui travaillent déjà dans les premières fabriques, puis les premières usines. S'agissant des conflits à domicile, on se rend compte que le temps de travail, comment dire, c'est quelque chose qui est là extrêmement présent, mais dont on ne parle pas nécessairement. Il est sous-jacent en quelque sorte. On ne le saisit que quand un donneur d'ordre veut, par exemple, récupérer dans le textile une toile qui est censée avoir été tissée en temps et en heure et qu'il se trouve confronté à un tisserand qui, lui,
eh bien, ne peut pas la rendre parce qu'il ne l'a tout simplement pas terminée. Il ne l'a pas terminée parce que lui s'inscrit dans le cadre de la pluriactivité. Il a peut-être préféré consacrer son temps disponible au travail de la terre, à moins qu'il n'ait pris plusieurs toiles ou étoffes à tisser pour être sûr d'engranger suffisamment de travail. Toujours est-il que on a du mal à percevoir de ce côté-là les conflits liés au temps de travail, mais c'est la même chose également dans ces premières usines où, et j'irai relativement vite, le temps de travail ne suscite pas énormément de revendications collectives. Et j'ajoute que quand il en suscite, c'est parfois des conflits, ce sont parfois des conflits qui sont à multifronts. On voit par exemple des contremaîtres qui soutiennent de petits rattacheurs contre des fileurs. Lesquels ne travailleraient pas suffisamment bien, ou tout au moins en temps et en heure, et ce au détriment du salaire du petit rattacheur et au grand mécontentement du contremaître, évidemment, et pas nécessairement du patron. Il y a là des phénomènes assez complexes. Toujours est-il que ce qui importe, ce sont d'abord les conflits qui ont lieu dans l'artisanat et le bâtiment, et donc nécessairement dans les grandes villes. Et il y a un certain nombre de grandes grèves emblématiques, notamment à Paris, relatives au temps de travail, du côté, par exemple, des tailleurs de pierre, et d'une manière générale, des conflits qui sont extrêmement nombreux, oui, du côté du bâtiment, oui, d'une manière générale. Ces conflits, à la fois, sont portés par plusieurs revendications. Il y en a une qui, a priori, n'a rien à voir avec le temps de travail, puisqu'il s'agit du marchandage. Je rappelle que le marchandage, c'est une forme de rémunération qui consiste à se mettre d'accord initialement en amont sur le prix d'un travail fait, libre ensuite à celui qui l'exécute de passer le temps qu'il souhaite pour le réaliser, à ceci près que les prix sont fixés de manière telle à ce que si on ne va pas très vite, eh bien, on risque de perdre de l'argent plutôt que d'en gagner. Et le temps de travail est donc, vous voyez, sous-jacent à, en fait, la forme de la rémunération. Et tout ceci, quand même, secrète en quelque sorte dans la capitale, par exemple, une atmosphère de revendication. En juin-novembre 1845, par exemple, ce sont 4000 à 5000 charpentiers et scieurs de long, c'est-à-dire des ouvriers qui fabriquent des planches, qui se mettent en grève et font vivre en quelque sorte, je dirais, ces revendications quand il s'agit de travailler moins longtemps l'hiver, par exemple, que l'été, ou de ne pas travailler quand le jour tombe, etc., etc. Toujours est-il que, du même coup, les revendications liées au temps de travail vont apparaître et vont devenir, être à l'ordre du jour lors de la Révolution de 1848. C'est bien pourquoi en mars 48 est votée par l'Assemblée, je dirais, chargée de mettre en place une nouvelle constitution. Cette assemblée va mettre en place une régulation du temps de travail de 12 heures en province et assez curieusement de 11 heures seulement à Paris. Ces mesures ne vont jamais rentrer en, comment dirais-je, vont jamais devenir effectives. Mais ce qui est extrêmement important, c'est qu'elles vont trouver néanmoins un débouché lorsque, je dirais, la reprise en main en quelque sorte du gouvernement de la France par les forces conservatrices sera effectuée et à l'automne 1848, eh bien, une loi permet de définir la durée légale du temps de travail à 12 heures. 12 heures, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que cela signifie que par le biais de cette loi, on ne met plus en question, en quelque sorte, je dirais, une norme qui va devenir
irréversible et qui inaugure l'intervention de l'État dans la régulation du temps de travail. Alors, encore une fois, je passerai rapidement sur les mille et une manières qui vont ensuite exister pour que les patrons puissent déjouer en quelque sorte le contenu, les pièges de la loi qui les oblige à limiter le temps de travail de leurs ouvriers. Cette loi sera très fréquemment contournée, toujours est-il que elle comment dirais-je, elle va fixer des cadres juridiques. Ces cadres juridiques, alors, quand on élargit la discussion entre la période qui va donc de 48 à 92, d'une certaine façon, pas grand-chose à l'époque ne va bouger. Pas grand-chose ne va bouger. Les journées de travail seront évidemment extrêmement longues, vont dépasser très fréquemment les 12 heures pauses non comprises. Ça, c'est déjà une première chose. Mais on ne peut rien comprendre à la durée de la journée de travail si on ne l'individualise pas. On se rend compte, par exemple, que parfois, dans une seule et même usine, on a des gens qui ont des temps de travail extrêmement différents. Et quelquefois, on est même conduit à s'interroger, à se demander si les sources ne nous trompent pas, parce qu'il y a des individus qui peuvent faire 15, 16, 17 heures de travail par jour. Alors, ils ne le font pas dans la continuité, évidemment, et dans le cadre d'une année, il n'en demeure pas moins que certains mois sont absolument invraisemblables en matière de temps de travail. Le recordman, toute catégorie, je l'ai trouvé à Verviers, dans une filature. C'est un ouvrier à Verviers qui dépasse la centaine d'heures dans la semaine, ce qui est évidemment difficile à comprendre. Toujours est-il que dans les années 1850 et dans les années 1860, eh bien, les protestations contre le temps de travail ne sont pas extrêmement nombreuses. Elles ne sont pas extrêmement nombreuses parce que l'on privilégie d'abord les rémunérations qui sont par ailleurs extrêmement modiques et qu'il arrive même que des ouvriers fassent grève pour faire davantage d'heures, tout simplement parce que leur souci premier, c'est d'abord de gagner leur pain quotidien, ce qui n'est pas évident. J'ajoute que le temps de travail est toujours quelque chose de biaisé dans la mesure où le mode de rémunération à la pièce se systématise, notamment dans les usines. Là où on était payé au temps, je pense aux mines, je pense justement aux usines textiles, eh bien, on se voit à nouveau payé à la pièce, et ce, dans différents postes de travail, et de manière grandissante au plus on avance vers la fin du 19e siècle, ce qui est une façon d'introduire un deuxième point, c'est que, important me semble-t-il, c'est le contenu du travail. En fait, si on veut aller extrêmement vite, ça n'est pas très compliqué. Si en prenant une jeune fille qui travaille en usine, mettons en 1890, et qui va effectuer, s'il n'y a pas de fraude au temps de travail, 12 heures, pause exclue, eh bien, elle ne travaille pas moins durement que sa grand-mère au cours des années 1830, par exemple, ou 1840, dans la mesure où l'intensification du travail a considérablement augmenté entre-temps. Je pourrais citer des exemples. Sachez par exemple qu'un fileur qui est derrière ces machines à filer dans les années 1850 parcourt jusqu'à 30 km par jour. Ça peut paraître invraisemblable, mais on comprend quand on sait cela, qu'on vérifie, qu'on mesure, que les fileurs sont nécessairement des jeunes hommes et que très vite ils cessent de l'être. Maintenant, pourquoi ai-je arrêté cette deuxième partie en 1892?
C'est tout simplement parce que les années 1890, globalement, sont un petit peu partout en Europe occidentale un tournant où on commence à légiférer sur le temps de travail à destination non seulement des enfants, mais aussi des jeunes filles et des femmes, et que les hommes en bénéficient par ricochet. Même si leur temps n'est pas véritablement limité. Et ils en bénéficient par ricochet, mais encore une fois, il est nullement tenu compte du de cette intensification du temps de travail, de cette optimisation des gestes, et il est assez symptomatique de mesurer que non seulement c'est à ce moment-là qu'on commence à parler de la manière la plus explicite qui soit de la fatigue, mais aussi des phénomènes d'usure. J'ajoute que ces phénomènes d'usure, on peut, euh, euh, sur un plan démographique, on peut noter aux alentours de 1900 par une surmortalité des jeunes femmes aux alentours de 35 ans dans une cité manufacturière comme Lille, ce qui en dit long sur je dirais, une très timide et très légère diminution du temps de travail, compensée avec beaucoup de guillemets par une accélération des efforts qui sont exigés. Tout ça pour dire qu'on entre à ce moment-là dans une période de grande turbulence, où il y a énormément de revendications autour du temps de travail, mais qui nous viennent des États-Unis et qui viennent de, comment dirais-je, la journée du 1er mai, qui est véritablement en France fêtée à partir de 1890, dont on connaît les funestes conséquences à Fourmi en 1891, où a lieu une fusillade qui laisse une dizaine de morts sur le terrain du côté des ouvriers. Toujours est-il que ça va nous mener toutes ces grèves, notamment la grande grève de 1906, jusque la loi du 23 avril 1919. Maintenant, je voudrais quand même insister très rapidement là-dessus. Cette loi de 1919, comme toutes les lois qui précèdent, celle de 1892, celle de 1874, totalement ou presque totalement inopérante, celle de 1841 sur les enfants, alors là, totalement inopérante, mais toutes ces lois ne sont pas nécessairement et uniquement le fruit du combat, en quelque sorte, du monde ouvrier. C'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe et où les acteurs, en quelque sorte, sont extrêmement multiples. Si on prend la loi de 1919, et je m'arrêterai là-dessus, c'est à la fois la conséquence, alors évidemment, quand même, de la pression syndicale bien évidemment, et principalement pour 1919, ce qui n'était pas le cas avant, mais c'est aussi la conséquence de la mobilisation de toute une nébuleuse réformatrice qui n'est pas nécessairement très progressiste. La nébuleuse réformatrice peut comporter en son sein des gens qui sont progressistes et qui pensent d'abord le bien-être du travailleur, mais aussi des gens qui comprennent que la meilleure manière de réaliser du profit, c'est de ne pas user la bête et de faire travailler moins pour faire précisément travailler plus vite et mieux. Ça me semble absolument essentiel et j'ajouterais qu'il est étonnant de voir que quantité d'historiens ont esquivé ce problème tout simplement parce que avant le XXe siècle, l'intensification du travail, c'est quelque chose qui est très difficile à mesurer, même si je pense notamment que nous y sommes arrivés par un certain nombre de biais dans ce livre sur les rythmes du labeur. J'ajoute que pour cette loi des 8 heures en 1919, eh bien, les femmes ont joué un rôle extrêmement important parce que pendant la guerre, elles ont pu mesurer ce qu'était l'intensification du travail et dans la mesure où elles étaient en un sens mobilisées à l'arrière et qu'il y a eu des grèves extrêmement importantes, je dirais qui n'ont pas attendu le sortir de la guerre. Je pense à la grève, par exemple, des couturières parisiennes en septembre-octobre 1918, et que tout ceci s'est aussi inscrit dans un contexte international. Et il fallait lâcher du lest
vis-à-vis non tellement de l'Allemagne, vis-à-vis des autres pays d'Europe occidentale et vis-à-vis de la menace bolchevique en Russie, bien évidemment. Tout ça pour dire que cette histoire du temps de travail au XIXe siècle, elle est toujours à acteurs très multiples. Et les luttes, ils sont pour ouvrières, ils sont pour beaucoup, mais encore une fois, il n'y a pas que ces luttes, il y a tout un contexte qui rend compte de cette. Alors, je ne vais pas dire cette évolution, parce que justement, c'est pas du tout une histoire linéaire qui serait marquée par une espèce de diminution systématique du temps de travail. Non, s'il y a une évolution tendancielle à la baisse, mon Dieu, il y a la diversité sur le terrain entre les branches et les secteurs est telle que les choses sont infiniment plus complexes et que d'ailleurs toutes les lois dont que j'ai évoquées non seulement renvoient à leur application sur le terrain, mais entre leur contenu et l'application sur le terrain, il y a les décrets qui, la plupart du temps, édulcorent en partie le contenu des textes législatifs en question. Voilà.